Alors oui, mes chers amis, ce que nos amis ils viennent de dire, Antoine, Bernard, Michel, Farid, Rachid, on n'a pas eu le plaisir de l'entendre beaucoup, puisqu'il y avait beaucoup de bruit dans son téléphone. Mais il faut revenir. Ce que surtout notre dernier intervenant a précisé, ce que les Américains soutiennent, question de mouvements soi-disant islamistes pour ramener les guerres et contrôler le pétrole dans les quartiers, le 26. Je crois que c'était le 26 mars ou février. Au mois de février, quand j'étais invité de Roxane, là, j'ai diffusé un témoignage d'un général américain, et même après, Hillary Clinton, elle-même, elle a écrit dans son dernier bouquin, et elle a précisé plusieurs fois que nous-mêmes, nous avons créé certains mouvements, comme Al-Qaïda et l'autre, et que ces mouvements-là, actuellement, on est obligé de les combattre. Alors, le témoignage que j'ai diffusé de général américain, il y a déjà 3 mois, c'était 3, 4, 5 minutes, c'est un témoignage qui est patron de l'armée américaine en Irak, il donne devant le Sénat américain. Et devant le Sénat américain, et il dit, voilà, Rumsfeld, et il m'a appelé en disant, voilà, nous devons attaquer l'Irak. J'ai dit, pour quelle raison et pourquoi on devait attaquer l'Irak? Il m'a répondu, c'est-à-dire Rumsfeld. Je ne sais pas, voilà, c'est marqué ici, c'est un ordre, on doit attaquer. Je dis, pourquoi? Il a dit, de toute façon, déjà on doit attaquer l'Irak, et après 7 d'autres pays exportateurs de pétrole. Ce n'est pas moi, ni nos amis auditeuristes de la radio ici maintenant, c'est patron de l'armée américaine. C'est un général qui dit, voilà, c'est lui qui dit, voilà, que nous devons, Rumsfeld, il m'a dit qu'on devait attaquer 7 pays. 7 pays, c'était l'Irak, Afghanistan était dedans, bien sûr, Syrie, l'Iran, Soudan, Liban, etc. Et ce sont seulement les pays de pétrole. Ce sont les pays que le pétrole est dedans. Et comme vous savez, c'est vrai, cette question de contrôler le pétrole de quartier, c'était en concurrence depuis 100 ans parmi les grandes puissances. Et ce n'est pas pour la première fois que quelqu'un va utiliser l'islam. J'avais déjà dit sur cette antenne, il y a déjà des années, en 1960, dans les années 60, les Américains, non, c'est l'Union soviétique. C'était paru dans le journal Le Monde, un article dans le journal Le Monde avec les logos de partis communistes. Et qu'est-ce qu'il parle? Il dit comme quoi l'Union soviétique, il est en train de communiser l'islam. C'est-à-dire l'islam, il va le communiser, c'est-à-dire il va sortir de l'islam une idéologie communiste marxiste. Et ça s'était fait, c'est-à-dire plusieurs mouvements musulmans, à l'époque, soi-disant, c'était marxiste, socialiste, mais il ne disait pas qu'il était marxiste-socialiste dans les pays musulmans, il était islamiste, il disait musulman. Y compris le patron de l'Iran d'aujourd'hui, M. Ali Khamenei, c'est un ayatollah avec le turban noir, mais lui, il est copain, il est ami, et il recevait bien Poutine, et il travaillait avec les Russes, même à l'époque avec l'Union soviétique, mais il ne sert pas la main des Américains, vous voyez, c'est-à-dire, et même si son président de la République, il a serré la main de ministre, je ne sais pas, de Obama même, il n'est pas content, c'est-à-dire, il y a actuellement même les ayatollahs rouges, et il y avait des islamistes rouges aussi, mais c'est vrai, l'intelligence américaine, a gagné, c'est-à-dire c'est le pétrole. Écoutez bien, le pétrole qu'on devait acheter $100, maintenant il achète $20, $25. C'est ça. Mais
Ici, c'est, à mon avis, c'est la question de l'intelligence d'un côté et imbécilité de l'autre côté. C'est-à-dire, ils ont imbécilité de trouver des soldats gratuits pour l'ambiance pétrolière, pour l'ambiance de dollars, pour réparer la faillite économique qui existe en Amérique. Mais de l'autre côté, nous ne sommes pas non plus anti-américains, vous voyez. C'est-à-dire, des choses comme ça, comme vous pouvez constater, ce n'est pas le système de diplomatie américaine, puisque même, je viens de vous citer, Hillary Clinton, elle-même, elle a contesté cette alliance avec les islamistes de la part de certains organismes américains. C'est pour ça, dans la vie, moi, je pense, mes chers amis, on devait bien calculer. C'est-à-dire, on ne doit pas dire que c'est tout à fait noir ou blanc. Toujours gris existe. Au milieu, toujours quelque chose existe. C'est-à-dire, il y a certaines pensées, certains organismes. Ce n'est pas un, deux, trois, quatre organismes. Il y a plusieurs organismes qui existent. Et chaque organisme, il y a des idées, des buts, des méthodes différentes avec l'autre, et même il fait concurrence avec l'autre. Par exemple, il y a des marchands des armes. Il y a des marchands des intelligences, c'est-à-dire le progrès de Facebook, de Google, le progrès d'Internet. Il y a la force mondiale des stupéfiants. Il y a la force mondiale des mafias, des monuments historiques. Il y a une force international, on peut dire mafia qui vendent les individus, les enfants, vous voyez, une partie se font tuer dans la guerre, mais une partie, ce sera vendu, mes chers amis. Pour ça, la question est tellement délicate que je vous invite de venir et vous exprimer sur cette antenne. Je serai encore avec vous pendant quelques minutes. Monsieur Bachir, bonjour. Oui, bonjour, j'entends très mal au téléphone. Oui, je voulais poser une question concernant, par rapport aux pays arabes, concernant le système financier des banques, avoir des précisions, c'est-à-dire comment ça marche exactement, parce que on avait dit que c'est des systèmes qui sont pas comme les systèmes occidentaux avec le système d'intérêt ou il n'y a pas de système de spéculation, tout ça. Et j'aimerais savoir si ça marche en Arabie Saoudite, si ce système a été changé ou c'est toujours le système bien sûr sans intérêt ou est-ce qu'il y a des visées des visées américaines pour déstabiliser cette région notamment sans attaquer directement je pense l'Arabie Saoudite parce que c'est un gros truc, mais en créant la merde autour pour que ça touche, ça contamine justement ce gros pays-là, quoi. Donc voilà, je voulais savoir ça. Alors, la question, c'est quoi exactement? C'est le système... La question, c'est est-ce qu'il y a une visée américaine pour déstabiliser justement le système financier arabo-musulman, si on peut dire ainsi, qui ne cautionnent pas le système de spéculatoire comme font les Américains, les Occidentaux, ce système qui vise à s'accaparer tout le fric du monde entier, quoi. Tu sais, Bachir, notre spécialiste de banque, oui, Monsieur Serge Maître n'est pas là, mais moi, comme David Abbassi, je peux te répondre, mon cher ami, que le système des banques dans le monde entier, partout, c'est pareil.
qu'il soit en Même Arabie... en Arabie Saoudite, c'est la question, c'est est-ce qu'en Arabie Saoudite, Bien c'est sûr, pareil? en Arabie Saoudite, le système de banque, c'est un système international. Ou même, tu sais, ils ont des capitaux, les Saoudiens, ils ont des capitaux même dans les banques européennes, américaines. C'est-à-dire, ils sont partenaires financiers avec une grande partie des banques européennes et américaines. Le système de l'argent dans le monde est uni. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'étais... Donc c'est fini. Enfin, parce qu'avant, c'était, ils faisaient pas des intérêts. Maintenant, ils sont plongés dans le même système, quoi. Ah, de toute façon, certes, tu cites seulement Arabie Saoudite, que le cas d'Arabie Saoudite, c'est un peu différent. C'est-à-dire, maintenant, non, mais avant, c'est un peu différent. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, grâce à l'argent de pétrole et grâce à la vie badouane, vie de désert, vie qui n'était pas civilisée. Une grande partie du peuple saoudien, c'est des tribus, tu vois. Et des tribus n'ont pas besoin de banques. Des tribus n'ont pas besoin de crédit. Des tribus n'ont pas besoin d'investissement, de crédit immobilier, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des gens d'un côté. De l'autre côté, l'autre système civilisé d'Arabie Saoudite, le système d'État, le système des gens riches qui sont dans l'immobilier. Non, même en Arabie Saoudite. Même en Arabie Saoudite, parce que c'est vrai qu'une partie du peuple, c'est des Badouanes, mais une partie du peuple, ils sont riches, ils ont l'argent, leurs argent, ils ont déplacé en Occident. Tu sais, 16% d'économie américaine. Combien? 16%, quand je te dis, c'était l'an 2000. Depuis, j'ai pas été informé, mais tu peux aller sur l'internet regarder. En 2001, 16% d'économie américaine, c'était saoudien. C'est-à-dire 16% de l'argent qui tournait en Amérique, c'était l'argent saoudien. Tu comprends? C'est-à-dire, quand on parle de l'argent, ils sont tous unis, ensemble, et voilà. Tu vois? Donc, est-ce que ce serait pour ça que les systèmes banquiers au niveau international, chaque pays cherche à avoir des poids financiers énormes, donc sont obligés de maintenir une population très pauvre parce que le système entre poids financiers, si un pays a un poids très s'affaiblit, il risque de sombrer. Et donc, est-ce que ce serait ces raisons-là pour lesquelles on appauvrit une population, enfin, on se remplit les poches, enfin les banques se remplissent, on les remplit d'argent pour avoir un poids financier pour combattre la concurrence financière, quoi. De toute façon, tout à l'heure, on était avec un grand spécialiste des banques, M. Serge Metz, le président de l'association des usagers de banques, association française. Lui-même, il a bien précisé certains points qui étaient assez intéressants. Même on a parlé sur question de dépôt de l'argent, qui en dit plus de 1000 euros en espèces, vous pouvez pas le mettre sur votre compte. Mais de l'autre côté, il paye plusieurs milliards de dollars les banquiers français, les banques internationaux, Société Générale, Crédit Agricole, HSBC, etc. Ils payent plusieurs milliards de dollars des amendes sans passer devant les tribunaux, sans passer devant la justice. Aux Américains, ils payent. Pourquoi? Puisqu'ils ont branchi l'argent de terroristes, l'argent des pays reconnus dans le monde comme des pays terroristes, comme Iran, comme Soudan, comme certains pays. Alors, d'un côté, il y a plusieurs milliards de dollars qu'ils donnent comme ça aux Américains, et de l'autre côté, si tu as un chèque de 100 euros, on rejette ton chèque et des frais à payer, après interdit à la banque, après, vas-y voir. Ça, tu as raison, que c'est le pauvre, malheureusement, sont écrasés dans le système bancaire. C'est pour ça la dernière question. Alors, une dernière question, justement, enfin bon, qui serait en parallèle. Pensez-vous que les peuples sont-ils véritablement représentés par ceux qui nous gouvernent? Les représentants, soi-disant, qui ont été élus, sont-ils en fin de compte des représentants des puissances financières
et boursière et non et le peuple ils ne sont pas les représentants du peuple. Nous on n'a pas on n'est pas représenté par eux. Si tu parles de l'Occident ou de l'Orient, de l'Afrique, tu parles de l'Europe, de l'Occident? De toute façon là, de l'Europe parce que dans les autres pays je ne connais pas trop, mais notamment les pays d'Europe spécialement, puisque l'Europe, les gouvernants sont maintenant sur des députés européens. Les pays, chaque pays d'Europe sont soumis à des règles le peuple n'est plus représentatif. Enfin, les gouvernements ne sont pas leurs représentants. Tu sais, moi je pense de toute façon une chose que tu dois savoir, et c'est très important, ce que chaque individu qui devient élu national, ou je ne sais pas où, c'est-à-dire il a besoin de vote des gens, avant tout, il doit avoir un paquet de l'argent. C'est-à-dire, si tu n'en as pas l'argent, tu peux rien faire. C'est déjà la première chose. Ouais. Alors, si tu dépenses l'argent personnel, personne ne dépense pas ça. Ah, d'accord? Deuxièmement, quand il est élu, bien sûr, par rapport de paquet qui est arrivé, il est obligé de respecter certaines choses. Mais grâce à la démocratie qui existe ici, en Europe, en Occident, tu peux prendre part de la vie politique et sociale, tu peux intervenir si tu vois des défauts. Et par exemple en France, vous avez déjà constaté qu'il soit président de la République, ministre, qu'il soit n'importe qui, passer devant la juge. Qu'il soit Sarkozy ou Jacques Chirac, même Mitterrand, s'il restait encore vivant, il aurait des problèmes devant la justice. C'est-à-dire, c'est la belle chose qui existe ici, que si tu trouves des trous, ces trous-là, ça peut marcher devant la justice. Ce qui en Orient n'existe pas. Pour ça, ce n'est pas 100% négatif comme tu penses. C'est-à-dire 100% les élus en Occident ne sont pas corrompus. Et ça dépend à vous, au peuple, pour participer dans la vie sociale et politique, être présent, comme j'ai dit mois de mars, créer vos associations, et grâce à vos associations, vous soyez présent dans la vie politique régionale de votre quartier. Et comme ça, même si vous voyez un jour un président, un ministre, il a volé, vous pouvez prendre part et aller devant la justice. C'est la belle chose qui existe ici, qui n'existe pas ailleurs. Mon cher ami Bachir, restez avec nous puisque nous avons Farid avec nous. Farid, bonjour. Bonsoir, monsieur Abbassi. Bonsoir, Farid. Bonsoir, Bachir. Moi, je voulais tout simplement, je saute un peu du coq à l'âne. Je voudrais savoir si tu sais qu'en Algérie, par exemple, les Mozabites sont chiites. Est-ce que tu le savais? Alors, ils sont des êtres humains, ils sont des Algériens. Ce sont chiites ou non? Oui, c'est des êtres humains. Qu'est-ce qu'il y a? Farid, tu es tombé dans le piège, des Américains et des Russes, comme quoi c'est chiite sunnite, il faut tuer. Non, mais est-ce que tu savais qu'ils étaient chiites? Je te dis une chose. En Nord d'Afrique, que ce soit en Algérie, en Maroc, en Tunisie, et même en Égypte, il y a une grande partie de peuples qui sont chiites, alavites, charifs, etc. Tous ces gens-là, c'est des chiites. Les Mozabites sont des ibadites. Oh, oui, Djebalites, ça veut dire les Djabal. C'est comme les deux roses en Israël. Non, ibadites. Ah oui. C'est des musulmans, mais d'origine chiite. Mais ils sont bien, ces gens-là. Ils sont nombreux en Algérie. Ils sont très bien, ils ne font jamais de problème. Les Mozabites, ils sont tranquilles, ils s'autogèrent eux-mêmes. Voilà. Et il n'y a jamais de problème. Sauf dernièrement, il y a eu quand même des bagarres avec les Mozabites qui sont berbérophones et les arabophones. Il y a eu des morts. Ah, tu peux nous donner un peu plus d'informations? C'était passé quand et comment, s'il te plaît? Oh, il y a à peu près 4 mois, 5 mois. Et c'est dans quelle région? À Gardaya. C'est-à-dire, il y avait... le Mzab. On appelle le Mzab. Le Mzab, c'est la région du Sahara en Algérie.
qui s'appelle la ville principale, c'est Gardaya. C'est-à-dire, Farid, prochaine guerre qu'on est en train de le préparer en Algérie, qui s'était échoué avec Madani Abbasi dans les années 90, c'est parce qu'à l'époque c'était échoué. De nouveau, ils sont en train de travailler sur ça, c'est la guerre entre Berbères et les Arabes en Algérie. Ah oui, mais tu sais que Bernard-Henri Lévy, tu sais, le fameux philosophe là qui se mêle de politique dans le monde entier, je me demande, il n'a aucun titre à ce niveau-là, c'est quand même bizarre, il a été soutenir un mouvement qui s'appelle le MAC. Le MAC, c'est un mouvement indépendantiste berbère. Et Bernard-Henri Lévy est allé les soutenir. Alors, où est le mal? Tu vois un petit peu, tu vois un petit peu pourquoi Bernard-Henri Lévy se mêle des affaires algériennes. Pourquoi il se mêle des affaires en Ukraine, en Écoute, Algérie, tu permets, Farid, tu ne veux pas être fâché encore. Pourquoi il se mêle, ce gars-là? Tu ne veux pas être fâché? Non. Écoute-moi alors, écoute-moi. Combien de mosquées est financées par exemple, les pays musulmans qui ne sont pas ici? Je ne veux pas nommer. Les mosquées, par exemple, on va parler de la France. Les mosquées en France, c'est financé par qui? Une grande partie. Je ne sais pas par qui c'est financé. C'est par les pays musulmans. Moi, je ne vais pas citer de noms. Comment ça se fait? Tu permets? Écoute, Farid, on est gentils copains, on se connaît depuis des années. Tu as posé une question de Bernard-Henri Lévy, je vais te répondre. Tu dis, pourquoi lui, il soutient les Berbères? Moi, je veux te dire pourquoi les étrangers qui ne sont pas français, ils viennent ici, ils soutiennent les mosquées et les écoles coraniques en France. Ben, parce que tu sais que comment on appelle ça, l'islam en France, il est quand même assez récent. Et les ouailles, là, c'est-à-dire les musulmans, n'ont pas suffisamment d'argent pour construire leur mosquée. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute. Farid, l'argent d'où ça vient? Farid. Bachir, est-ce que tu es d'accord avec Farid? Il n'y a pas de l'argent pour créer un mosquée? D'accord, pourquoi? Parce que Bachir, Farid, il dit il n'y a pas de l'argent. Les musulmans en France, ils n'ont pas d'argent pour construire des mosquées. C'est pour ça que les étrangers, ils viennent ici financer la construction de... je suis pas trop au courant, mais je sais que il y a beaucoup de démarches de personnes qui font des quêtes justement auprès de la population musulmane pour avoir de l'argent et pour construire des s'ils arrivent à avoir de l'argent par quelques pays, ils feraient pas ces démarches-là, quoi. C'est-à-dire la question avec Farid qui est toujours là. Farid, tu as la parole. La question, tu as compris qu'est-ce qu'il a dit, Bachir, Farid. Farid, il a dit pourquoi Bernard-Henri Lévy, il soutient les Berbères en Algérie. Les Berbères, ils n'ont pas le droit de parler, ils ne font pas Ramadan, on est massacrés, on détruit leur village. Ça fait plus de 20 ans, plusieurs siècles, que les Berbères sont victimes des intégrismes musulmans. Pourtant, ils sont musulmans eux-mêmes, mais ils sont massacrés chaque jour par les musulmans. Alors, Farid, il n'est pas content que Bernard-Henri Lévy vienne défendre ces gens-là qui sont sacrifiés chaque jour. Et de l'autre côté, moi, j'ai posé la question. J'ai une question très gentille. J'ai dit, c'est une personne, Bernard-Henri Lévy, il va soutenir les Berbères qui sont des braves gens, gentils, éduqués. Tu regardes. Voilà. Alors de l'autre côté, il y a les gens qui viennent de l'autre côté du monde. Ils fabriquent ici des écoles coraniques, ils fabriquent des mosquées, patati patata. Là, tu ne dis rien de tout puisque tu es musulman. Les musulmans, ok. Un non-musulman, ils viennent d'aider des musulmans, bien sûr. Mais seulement, ils sont berbères. Ils sont berbères, c'est des braves gens. C'est des gens qui sont massacrés depuis plusieurs années. Pourquoi? Puisqu'ils vont garder leurs identités. Ils vont parler berbère. Ils vont garder leurs traditions très anciennes berbères qui ne correspondent pas de temps en temps avec l'islam. Vous voyez? Par exemple, quand il y a... Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le pays d'Algérie, qui a été colonisé, envahi par plusieurs empires, l'Empire romain, il y a eu les Turcs, ensuite il y a eu la colonisation française. Donc c'est une population qui a eu au niveau des génétiquement, qui ont eu des décroisements. Bon, il y a une bonne partie bien sûr qui est berbère, kabyle et autres.
mais ça n'a pas... bon, le croisement avec les Français, ça n'a pas été... parce qu'il y avait des interdictions de liaison, peut-être avec les Romains, même bien avant les Romains, les Vikings, et ce sont des peuplades qui peuvent aussi avoir des croisements qui peuvent être croisés. Et par contre, je suis contre le fait de dire que la population est devenue arabe, parce que les Arabes, quand ils sont venus, c'était qu'une poignée de personnes qui ont converti d'autres berbères, et c'est ces berbères-là, après, qui ont envahi l'Espagne, la France. Et génétiquement, il n'est pas probable, pour une très courte durée, génétiquement de transformer une population berbère en transformation arabe. C'est tout ce que je voulais dire pour une précision au niveau génétique. Par contre, les peuples romains qui ont été envahis... Oui, Farid. Il n'y a jamais eu de nation berbère en Afrique du Nord, ni de nation arabe. C'était des tribus, et le concept de nation n'a jamais existé. Et c'est depuis la colonisation qu'ils ont dessiné des frontières. Avant, les Berbères, ils étaient répartis dans toute l'Afrique du Nord, jusqu'au Niger, jusqu'au Soudan, en Libye et en Égypte. Donc il n'y a jamais eu une nation berbère comme une nation arabe. Il n'y a pas ni une nation arabe, c'était, si tu veux, des tribus. Et après, quand il y a eu les colonisations, les Anglais, les Français ont décidé de faire des frontières et de décider que tel endroit, ça sera la nation marocaine, tel autre libyen, tel autre mauritanien, et ainsi de suite. Mais la notion n'existait pas dans l'Afrique du Nord. Il n'y avait aucune nation. Alors, Farid. Oui, j'écoute. Voilà. Tu ne vas pas être fâché. Tu vas m'écouter. Non. Attends. Tu vas m'écouter. Est-ce que tu es déjà allé à l'école? À l'université? Un petit peu. Bravo. Maintenant, écoute. Moi, je suis franc. Je suis pas chez David, il n'y a pas de langue de bois. Je suis franc avec toi. Maintenant, tu es en train de dire quelque chose que devant un professeur comme David Abbassi, devant un historien David Abbassi, devant un islamologue David Abbassi, ta parole n'est pas juste. Puisque tu dis nation berbère n'existait pas, moi je vais te dire le contraire. Et je vais ramener la référence de ton Bible, de Coran. Et en plus, je vais te dire en arabe. En arabe, il dit Inna ja'alnakum shu'uban wa qabailan. C'est-à-dire, il dit nous avons vous êtes des nations et des tribus. C'est-à-dire les tribus et les nations, ils le ramènent ensemble. Shu'ub, ça veut dire nation, qabail et une tribu. Ils le ramènent ensemble. C'est-à-dire, qui tu es d'un tribu ou de Sha'ab, c'est la même chose. Deuxièmement, comme un historien, que je connais bien l'histoire de Nord-Afrique, que je connais bien l'islam, que je ne veux pas parler ici de ça, Farid. C'est une leçon que je te donne. Tu es à l'université, assis, et David, il est en train de t'apprendre quelque chose. Et au moins, dans la vie, il faut apprendre quelque chose, mon ami. Alors, les Berbères, permets-moi. Les Berbères, c'était une grande civilisation depuis 5000 ans. Il y a déjà 5000 ans, c'est-à-dire 3500 ans. 3500 ans avant l'islam. Permets-moi que je termine. Permets-moi que je termine. Regarde, moi je te laisse parler, je te coupe pas. Tu me laisses parler, après moi je te laisse parler aussi. Parce que dans la vie quand même, mon frère Farid, dans la vie, moi-même, chaque jour, si je n'apprends pas quelque chose de nouveau, je ne dors pas la nuit. Chaque jour, j'apprends des choses. Que je vais apprendre de mon enfant de 3 ans, que je vais apprendre à un professeur, que je vais apprendre de Serge Maître, ou même de mon ami Didier Doplay, je ne sais pas, même de Yvan ou Roxane, ou les gens qui travaillent ici, qui sont 3 fois moins âgés que moi. On apprend des choses. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre des choses. Ce que je vais te dire, les Berbères, c'était une nation assez forte. Il y avait des armées, il y avait des soldats, il y avait des organisations d'État, il y avait des banques, il y avait une grande civilisation kardashienne. Kardash, civilisation qui existe en Tunisie seulement, on en parle beaucoup de ça. C'était la civilisation
c'était la civilisation berbère. Et c'était de peuple, c'était chououb, c'était nation. Tu ne peux pas venir ici dire qu'une nation n'existait pas. Voilà, je t'ai donné ton leçon, maintenant je t'écoute. Ou du côté arabe, nous avons un point commun. Le point commun, c'est l'islam. Et ça, c'est plus important que l'ethnie. C'est notre façon de vivre, c'est l'islam. Il y a des mariages entre berbères et arabes. Et maintenant, on a le droit de réclamer, de parler le berbère, d'être reconnu. C'est reconnu par le gouvernement algérien, même au Maroc, comme quoi que la langue nationale est l'arabe et le berbère, les deux, au même niveau. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'histoire, il y a beaucoup d'années qui se sont passées où c'était l'arabe qui était uniquement la langue officielle. Et là, avec les luttes, ils ont raison de demander. Mais le problème, c'est que il y en a qui vont se saisir de ce problème, comme Bernard-Henri Lévy, pour foutre la merde, pour qu'il y ait la guerre entre les Berbères et les Arabes. Non, non, ce n'est pas pour la guerre. Reste avec nous, Farid. Nous avons Bachir. Bachir, vous êtes toujours là. Nous avons Haris ici. Bachir, je crois que Haris, reste avec moi, Bachir et Farid. Je crois que Haris, il va répondre à Farid. Haris, bonjour. Allô, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Farid, monsieur Abati, Bachir. Bonsoir. J'étais en train d'écouter, excusez-moi, je m'appelle Hariski, hein. Je suis berbère moi-même, alors le débat me passionne, mais c'est juste pour préciser certaines choses. Que vous avez dit, monsieur Abadi, c'est que l'État, enfin, les berbères, ils ne sont pas massacrés tous les jours en Algérie. Parce que ça, j'ai sursauté quand j'ai entendu ça. C'est pas vrai, ça. Donc, tous les jours, ça, c'est un peu dangereux, ce que vous avez dit, monsieur Abadi. À l'époque du terrorisme, il y avait plus de massacres dans les régions arabophones que dans les régions berbérophones, quand il y avait la décennie noire du terrorisme. Et c'est plutôt l'État, le gouvernement successif algérien, qui maltraite les berbères. C'est pas les intégristes, ça c'est tout à fait faux. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Et aussi une deuxième chose. Oui. Les mosquées en France, moi j'habite dans une région dans le 77, donc, et je suis taxi parisien moi-même. Je sais que c'est les fidèles des mosquées, hein, les musulmans qui vont au marché, qui vont... Les musulmans et tout ça, se construire des mosquées. Alors, par exemple, la mosquée Hachel, il n'y a pas du tout un centime de l'Arabie Saoudite ou du Qatar ou des Émirats Arabes Unis ou de nulle part ailleurs. Donc, c'est les musulmans qui font l'effort de construire leur lieu de culte. Parce qu'il leur faut des lieux de culte. Les pouvoirs publics, ils ne veulent rien entendre. Parfois, c'est une bataille de 10 ans pour parler avec les mairies pour obtenir un terrain. Alors, comme ils n'obtiennent pas gain de cause, ils vont récolter des fonds, ils achètent des fois des pavillons et qu'ils transforment en mosquées. Voilà. Mais dire que la majorité des mosquées en France sont financées par les pays musulmans de l'Orient, je ne peux pas accepter ça non plus. Donc, monsieur, ce que vous faites passer comme... c'est comme si vous dites aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, voilà, pensez comme ça. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas vrai. Moi-même, monsieur, j'ai récolté des fonds pour ma propre mosquée à Chelles. J'habite à Chelles. Vous êtes imam? Vous êtes imam? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, monsieur. Vous êtes imam? Je ne suis pas imam, je suis chauffeur de taxi parisien. Mais vous dites pour votre mosquée à vous. Comment? Vous dites que pour votre mosquée, vous avez récolté de l'argent? Non, pour la mosquée de là où j'habite. Ah, de votre quartier. De la région où j'habite. Mon ami. La commune. Mon ami. La commune. Mon ami. La commune. Mon ami, oui, monsieur, écoute, Farid, il est ici présent avec nous. Déjà, Farid, il a dit, je crois que c'était Farid, bien sûr, et au Bachir peut-être, il a dit, c'est un de vos amis, il a dit, nous, les musulmans n'ont pas l'argent,
Et c'est pour ça que l'argent vient de l'extérieur. Je crois que c'est vous qui vous avez dit ça, Bachir? Bachir, je crois qu'il est parti. Farid, toi aussi tu es parti, Farid? Allô, Farid? Farid aussi, je crois qu'il est parti, c'est pas grave. Mais monsieur, vous savez, tout à l'heure, la construction de mosquées par les étrangers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas français, ça c'était dit par vous, par un de vos éditeurs. Deuxièmement, mon cher ami, quand vous parlez de massacre des Berbères, de toute façon, moi j'ai beaucoup d'amis arabes, beaucoup d'amis berbères, des amis kurdes. Je vous assure, ça je vous assure. De toute façon, mon émission, ça se termine. Le mois prochain, vous pouvez m'en témoigner. Beaucoup de berbères, il dit que, par exemple, mois de Ramadan de l'année passée, il y avait un village berbère seulement puisqu'ils ne faisaient pas Ramadan, on les a massacrés. Écoute, pardon. Laisse-moi parler. Après, j'étais allé chercher ça sur l'Internet. Je veux que ça existait. De toute façon, moi, qu'est-ce que je veux? Comme toi, je veux que la paix existe. C'est-à-dire que vous êtes berbère, que vous êtes arabe, vous êtes des êtres humains, vous êtes des compatriotes, comme Farid aussi qui est parti tout à l'heure, Farid il a dit la seule chose qui est en commun entre nous et berbères, c'est l'islam. Moi, puisque je connais les berbères, je connais les arabes musulmans aussi, les berbères musulmans aussi, je t'assure, l'islam des berbères n'est pas pareil avec l'islam d'autres islams de peuples algériens, comme l'islam des Kurdes en Irak. Permets-moi que je parle, après je te laisse parler. Par exemple, chez les Kurdes en Kurdistan, qu'ils soient en Irak, en Iran, en Turquie, par exemple, regarde, en Turquie, les Kurdes sont des musulmans, mais ils se sont massacrés et condamnés par Recep Tayyip Erdogan, par les Turcs. Et la même chose, c'est en Irak, la même chose, c'est en Iran, c'est-à-dire même les Kurdes, ils sont musulmans, mais leur islam n'est pas la même chose avec d'autres islams. Et moi, je connais bien les berbères, parce que les berbères, je vais te dire une chose. Les berbères sont plutôt très très proches à la laïcité, à être rationalisme, c'est-à-dire ils ont une religion musulmane rationnelle, laïque. Ils croient, mais ils ne sont pas comme les autres. Voilà, ils ne sont pas comme les autres. Je ne vais pas parler ce soir, à la fin de mon émission, de ce sujet. Je te laisse parler. Vas-y. Quand vous dites, monsieur Abbasi, excusez-moi, ils ne sont pas comme les autres. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Allez au fond de votre pensée. Si vous êtes berbère, comme vous dites, même si vous n'êtes pas berbère, si vous êtes algérien, mon cher ami, vous pouvez vous-même témoigner que l'islam des berbères n'est pas la même chose avec l'islam de d'autres parties de peuples algériens, par exemple. Mais il y a des populations arabophones qui prêchent aussi pour un islam tolérant. Oui, non, ça aussi je suis d'accord. Bien sûr, on parle d'Algérie, mon ami. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Excusez-moi, je termine juste ce que je veux dire. Vous savez, ces intolérances, vous savez, il y en a beaucoup d'arabophones ou de musulmans de l'Orient ou de l'Extrême-Orient qui prêchent la tolérance.